Ils étaient curieux, confiants, à la personnalité encore malléable. Sous le Troisième Reich, le Parti national-socialiste a profité de la naïveté des enfants, sans aucune honte. Mes professeurs me disaient que le Führer souhaitait le meilleur pour l'Allemagne. La jeunesse a été manipulée. Il n'y avait pas de place pour les sentiments. Soudain, on leur demandait de haïr, d'instaurer une séparation. Rien n'était plus comme avant. Jamais plus je ne veux avoir à dire au revoir à quelqu'un qui sera amené à disparaître le lendemain ou le surlendemain. L'horreur était à son comble. Ce que les enfants ont vécu dans ces camps est gravé à jamais dans leur mémoire. Des enfants pris sous les bombes. C'était l'enfer au quotidien durant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait sans cesse des explosions. Les adultes s'accrochaient à nous et nous à eux. Tout le monde était terrifié. Une enfance en plein chaos. Vous deviez vous concentrer sur la tâche que l'on vous confiait. Vous deviez être précis. Afin de donner vie au rêve fou d'Hitler, les nazis ont envoyé des enfants se battre. Günther, il y en a un là-bas, descends-le. Ces enfants n'oublieront jamais ce qu'ils ont connu au front. Nul n'aurait pu imaginer de telles choses. Sous un héroïsme affiché, se dissimulait une réalité plus sanglante. La peur me paralysait. Je me demandais, et s'il appuie sur la gâchette? Ce qu'ils ont vécu en tant que soldats les a poursuivis après la guerre. Et puis nous avons été vaincus. C'était effroyable. La défaite a été traumatisante. Beaucoup de soldats n'oublieront pas l'horreur. Mais qu'as-tu fait à la petite? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé au front? On souffre toute sa vie de troubles post-traumatiques. Le régime nazi les a exploités et les a trahis. Ne reste que la douleur. Naturellement, pour nombre d'entre eux, il est extrêmement difficile d'admettre que tout n'était qu'illusion et qu'on leur mentait. On parle de l'éternel enfant qui crie fort mais qui n'est jamais entendu. Dans cette horrible guerre des adultes, les plus jeunes ont sacrifié leur bien le plus précieux. Après avoir surmonté mon dégoût, j'ai retourné le premier cadavre. C'est un geste qui n'appartient pas au domaine de l'enfance. Dans cette guerre, il n'y avait plus d'enfants. Hambourg, juin 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée. L'Allemagne n'est plus que ruine. La population apprend lentement à se reconstruire. 20 ans plus tôt, le monde ignorait ce qui l'attendait. À la fin des années 1920, sous la République de Weimar, la lutte pour la conquête du pouvoir fait rage. La crise économique a poussé les électeurs à se tourner vers les deux partis ouvriers, les sociaux-démocrates et les communistes. Au départ, le petit Günter Lux n'a aucune idée des convictions politiques de ses parents. Bien qu'étant petit, j'étais déjà grandement imprégné de leurs idéaux communistes. Mes parents se sont rapprochés des leaders communistes à Hambourg. J'ai entendu beaucoup de choses à cette période. Günter Lux naît à Hambourg en 1928. Son enfance est profondément marquée par les valeurs communistes. Avec son frère aîné, Günther grandit dans le quartier rouge de Hambourg. Ses parents sont membres du Parti communiste. Leurs rivaux sociaux-démocrates sont qualifiés de socio-fascistes. Ils pensaient qu'en se débarrassant de toute la pourriture, les capitalistes et les exploiteurs, tout serait mieux pour tout le monde. Mais ils n'avaient aucune idée de la suite. On a vu plus tard ce que ça a donné. Elisabeth Lux est une femme militante. Dans la partie est de Hambourg, la mère de Günther et d'Hermann est surnommée Babette la Rouge. Communiste convaincue, elle croit ferme aux valeurs socialistes. Quand le Parti communiste organise des réunions, la famille Lux est toujours présente. Pour les enfants, les choses sont comme elles sont.
Ils participent et suivent l'exemple de leurs parents. Je me souviens qu'on tenait la main de notre mère lors des manifestations. Les adultes semblaient crier « Front rouge ». Nous, les enfants, on répétait les slogans. On avait de petits drapeaux avec la faucille et le marteau. On les agitait et on hurlait ce qu'on croyait entendre, mais on déformait tout. Né à Hambourg, Ernst Thälmann dirige le Parti communiste depuis 1925. Son surnom, Teddy, déroute quelque peu les enfants. Quand Teddy est apparu, on a été très déçus. On s'attendait à voir un bon gros nounours. Ma mère ne l'aimait pas tant que ça. Ses discours n'en finissaient pas. Elle disait qu'elle cessait d'écouter bien avant la fin. Ces mots, c'étaient des cris de guerre. Mais il était proche des gens. Il connaissait le dialecte du nord de l'Allemagne et vivait à Heilbeck, là où on a déménagé par la suite. Ses parents vivaient sur Wandsbeker chaussée. C'est pour ça qu'on l'a un peu mieux connu. Pendant longtemps, la politique reste au second plan pour les garçons. Les discours à n'en plus finir des adultes n'ont aucun intérêt pour eux. Les réunions du Parti communiste avaient lieu dans le parc de Morweide ou dans le parc municipal. Enfant, on ne s'intéressait qu'à la musique et aux fanfares. On ne comprenait rien au discours des grands. On trouvait cela incroyablement ennuyeux. Parfois, quand nos parents nous demandaient de les accompagner, on râlait. On n'avait aucune idée de ce qui se disait. On n'aimait pas ça parce que souvent les adultes étaient en colère. Ils juraient et criaient. Quand les policiers débarquaient en estafette dans la rue, des combats éclataient. On avait beaucoup de mal à s'enfuir avec notre mère. À l'époque, Thälmann décrit le national-socialisme comme un épiphénomène de la phase finale du développement du capitalisme. L'ennemi du communiste est le social-fasciste. Pour nous, les enfants, les sections d'assaut, c'était le pire du pire. La police et les sociofascistes incarnaient le mal. Mais ces mots ne signifiaient rien pour nous. Mon père était typographe pour la Reichsbanner. Lui aussi portait l'uniforme. Quand mon oncle Walter nous rendait visite, il finissait toujours par se disputer avec mon père. On n'aimait pas ça. On adorait notre oncle social-fasciste. Il nous apportait toujours quelque chose. On lui demandait « Tonton social-fasciste, tu as un cadeau pour nous ?» Il répondait « Bien sûr, comme toujours. » Tout ça me perturbait. Si tous les sociofascistes sont comme l'oncle Walter, ils ne peuvent pas être mauvais. Mais je ne disais rien, par crainte de la réaction de mon père. Il m'aurait dit « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Donc, je gardais ça pour moi. Le 30 janvier 1933, la donne change. Après l'arrivée des nazis au pouvoir, les communistes se confrontent à un ennemi qu'ils ont sous-estimé et qui représente la plus grande des menaces. Plus tard, quand les nazis furent au pouvoir, mon oncle venait nous voir et disait à mon père « Tu as eu tort de nous traiter de sociofascistes. L'ennemi vient de la droite. » La victoire des nazis représente un vrai désastre pour la famille Lux. Le Parti communiste est interdit. Hermann et Elisabeth doivent faire attention à ce qu'ils disent et à qui. Mais Babette Larouche continue de résister à plus petite échelle. Quand elle se rendait dans un magasin et qu'elle voyait écrit sur une affiche « Si vous entrez ici en tant qu'Allemand, vous devez faire le salut nazi », elle prononçait les mots « Ein Dietmar ». Souvent, cela faisait rire le propriétaire, qui montrait l'affiche du doigt quand elle venait. Mais il fallait être sur ses gardes, parce que beaucoup de gens pouvaient vous dénoncer. Et on vous ramassait, comme on disait à l'époque. Chaque jour amène son lot d'arrestations politiques. Mais qu'est-ce que le verbe « ramasser » peut-il bien signifier?
C'est difficile à comprendre pour un enfant de 5 ans. J'ai demandé au Blockleiter ce que ça voulait dire. Il m'a dit qu'on envoyait ces personnes en camp de concentration. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. C'est un lieu où les gens peu fiables ou désœuvrés apprennent à se rendre utiles, m'a-t-il dit. S'ils s'amendent et qu'ils reprennent goût au travail, alors ils sont libérés. Il n'y a rien de mal à cela. Naturellement, je croyais ce qu'on me disait. Pourquoi aurais-je pensé différemment? J'étais un enfant. À travers leur slogan, les nazis recrutent de nouveaux membres pour le parti. Ils débauchent même certains camarades. Par exemple, je sais que Knut, quelqu'un de Strasse-Georg que nous connaissions bien, est venu voir mon père vêtu de l'uniforme des sections d'assaut. Il a dit « Hermann, viens rejoindre nos rangs. On nous a donné des uniformes et des bottes. Nous aussi, nous sommes pour le socialisme, mais pour les Allemands seulement. » Mon père a répondu de façon évasive « J'y réfléchirai ». Il a eu peur d'être dénoncé. Il s'est débarrassé de lui en disant « Laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. » Nous, les enfants, on aimait Knut. Il apportait toujours quelque chose. Un jour, on était assis dans les escaliers et je lui ai dit « Oncle Knut, ton uniforme est magnifique. J'aimerais bien en porter un comme ça. Et si en plus tu portais l'étoile rouge sur ta casquette, ce serait génial. » Il a rigolé en disant « Je ne pense pas que ça irait très bien. » Quand on est enfant, on voit les choses différemment. Ce sont ces visions enfantines du monde et de ses valeurs que les nazis exploitent. Pour eux, un enfant naïf est un futur électeur. Et lors du rassemblement du Parti national-socialiste à Nuremberg en septembre 1934, Hitler affiche clairement ses intentions à l'égard de la jeunesse. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Meine deutsche Jugend, wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Ceux qui ont la jeunesse d'un pays de leur côté ont l'avenir entre leurs mains. Le Parti national-socialiste avait besoin de sang neuf, de soldats supplémentaires. Il voulait convaincre les adultes, ceux qui étaient en âge de voter. Mais il souhaitait également convaincre la jeune génération qui, évidemment, pouvait être formatée dès le commencement. Il était tout à fait logique de s'adresser à la jeunesse pour qu'elle se rallie à la cause. Ilke Lorenz est journaliste et écrivain et vit à Stuttgart. Elle s'est penchée durant des années sur le sujet « L'enfance en temps de guerre ».
Le Parti national-socialiste a intelligemment adapté sa propagande au monde de l'enfance et de l'adolescence. En temps de paix, les jeunes garçons deviennent scouts et les jeunes filles guides. Les nazis ont mis en place un mouvement de jeunesse qui ressemblait énormément à ces deux organisations. Mais l'objectif principal était bien évidemment de rallier les enfants et les adolescents à l'État national-socialiste. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Conformité, obéissance, uniforme. Les nazis manipulent avec succès les jeunes têtes blondes. Il existe de nombreuses histoires d'enfants de communistes ou de sociodémocrates qui se sont pris de passion pour l'uniforme. Cela a généré des conflits au sein des familles, ce qui faisait le jeu des nazis. De cette manière, ils sont parvenus à séparer les enfants de leurs parents. Il est important de grandir au sein d'un groupe. Günter Lux ne souhaite pas être mis de côté. La plupart de ses camarades font déjà partie de la jeunesse allemande, une subdivision des jeunesses hitlériennes. Petit, j'étais fasciné par l'uniforme. Mes camarades, membres des jeunesses hitlériennes, marchaient déjà au pas. Je disais que je ne pouvais pas les rejoindre parce que je n'avais pas d'uniforme. Mais dans les jeunesses hitlériennes, on acceptait les garçons sans uniforme. On les plaçait au centre, encadrés de chaque côté par des jeunes en uniforme, lors des défilés. Ça, c'était possible, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais d'abord, je devais devenir membre. Et pour mon père, c'était hors de question. Hermann Lux n'a pas l'intention d'exposer son fils à l'endoctrinement du Parti national-socialiste. Mais le pays, dans l'ensemble, résiste peu. L'antisémitisme, instauré par les nazis, se fait très vite sentir à travers toute l'Allemagne. Hitler tient les Juifs pour responsables de la situation économique difficile. Et son plan fonctionne. Hermann Jax est juif, sa femme, Ellie, chrétienne. Ruth, leur fille, profite de l'insouciance de l'enfance, jusqu'au jour où tout bascule. Mes parents m'emmenaient souvent faire du pédalo. J'ai pour ainsi dire grandi dans la nature. Cela jusqu'en 1932, quand pour la première fois les nazis se sont présentés sur les bords de la Baltique. Un bon ami de mon père campait avec nous. Mon père a dit qu'il ne voulait pas lui causer d'ennui. Et il a fini par nous dire qu'on ne reviendrait plus. Je découvrais pour la première fois le national-socialisme. Ruth Winkelmann est née en septembre 1928 à l'hôpital juif de Berlin. Durant son enfance, le judaïsme reste au second plan. Mais après l'arrivée des nazis au pouvoir, Hermann et Ellie Jax savent que le quotidien de leur vie de famille va être bouleversé. À l'âge de 6 ans, la petite Ruth entre à l'école. Son père a su prévenir le danger et a pris des mesures pour protéger sa fille. Quand je suis entrée à l'école en 1934, mon père m'a dit que comme j'étais à moitié juive, c'était mieux pour moi de fréquenter une école juive. Il ne voulait pas qu'on se moque de moi, ni qu'on m'embête, chose à laquelle j'avais été confrontée. Les Juifs sont tourmentés à la moindre occasion. On les malmène, on les exclut. La plupart des Allemands se laissent prendre au jeu du fanatisme racial des nazis. Pour quelle raison? Les adultes ont du mal à cerner la question. Les enfants, eux, n'y comprennent rien. À l'époque, les citoyens juifs font partie intégrante de la société. Franz s'est fait un ami à l'époque où il jouait dans les bacs à sable.
Les deux garçons ont désormais 10 ans et envisagent de fréquenter le même collège. Et d'un seul coup, son ami n'a plus le droit d'être son ami. Mais il faut tout d'abord comprendre d'où est née cette atmosphère. Tout n'est pas venu des seuls propos du Führer. Les parents ont joué un rôle. Quelle force ont-ils face à ça? Jusqu'à quel point peuvent-ils résister? De quoi une famille a-t-elle besoin pour survivre? Vu la dangerosité de la situation, un mot de travers pouvait sceller le sort d'une famille et la faire expédier dans un camp de travail, dans un camp de concentration, ou même la faire tuer. Dans la rue, la haine prévaut. Les partisans d'Hitler n'épargnent même pas les enfants. Ils sont systématiquement marginalisés. Les enfants posent des questions. Les parents se doivent de leur répondre. Mais comment le pourraient-ils quand eux-mêmes ne comprennent pas la situation? Une fois par mois, ma mère avait l'habitude de m'emmener me promener en ville. Et nous allions déjeuner dans un restaurant. On nous recevait toujours chaleureusement. J'étais une enfant avec de bonnes manières à table. Les serveurs savaient apprécier. Un jour, des pancartes interdites aux Juifs sont apparues un peu partout. Tout cela était fini. Nous ne sommes jamais retournés dans ces endroits. Même si ce n'était qu'une fois par mois, cette sortie me manquait. Le 10 novembre 1938, des heures durant, les nazis détruisent les magasins juifs, mettent le feu aux synagogues et terrorisent au hasard des innocents. Mon école était située sur Auguststrasse, dans le centre de Berlin. Mon père et mon grand-père m'y conduisaient. Le lendemain de la nuit de cristal, comme elle fut baptisée, les rues étaient jonchées de bouts de verre. Les vitrines des magasins avaient été brisées. L'inscription « Cochon de Juif » avait été barbouillée au sol. On trouvait parfois le dessin d'une étoile de David barrée. Plus on s'enfonçait dans la ville, et pire c'était. Sur Gardenstrasse, on a vu un juif orthodoxe passer à tabac par des SA ou des SS. Ils étaient à 3 contre 1. J'étais effarée. Je tremblais, assise entre mon père et mon grand-père. Cet événement m'a profondément marquée. Malgré tout, la petite route se rend à l'école ce jour-là. En ce 10 novembre, beaucoup de gens ignorent encore l'étendue de ces pogroms. Je suis arrivée à l'école et à première vue, tout semblait normal. Je suis entrée et on nous a conduits dans la grande salle. L'école avait été bouclée. Des ordures avaient été déposées devant l'entrée. On ne pouvait ni entrer ni sortir. C'était très impressionnant. Des émeutiers descendaient ou remontaient la rue. Et ils cognaient sur les portes et les fenêtres. J'étais effrayée. Les enfants de l'école sur Auguststrasse ont peur. Toutes les issues sont condamnées. Les enseignants réfléchissent à un moyen de faire sortir les filles afin de les protéger des brutes à l'extérieur. Après avoir longuement réfléchi, les enseignants et les responsables ont décidé de nous faire monter dans les combles, 2 par 2, avec un temps d'attente entre chaque groupe. On ressortait sur Tucholskystrasse. On était très inquiètes. On n'imaginait pas que la situation pourrait empirer. On supposait que le calme reviendrait.
Mais le choc est profond. Günter Lux s'efforce de convaincre son père de le laisser intégrer les jeunesses hitlériennes. Entre-temps, ses parents divorcent. Günther et son frère vivent avec leur père et sa nouvelle femme, Lizzie. Mais Hermann Lux reste ferme. Mon père m'a dit, tu ne rejoindras pas les jeunesses hitlériennes. La situation va s'améliorer et tu pourras intégrer les combattants du Front Rouge. Cela me convenait. Ce qui me poussait à intégrer les jeunesses hitlériennes, c'était la présence de mes copains. J'étais tiraillé entre deux idéologies. Ce que me disait ma mère ne pouvait être faux. Mais mes professeurs me disaient que le Führer souhaitait le meilleur pour l'Allemagne. Vous imaginez bien qu'à cet âge-là, je ne savais pas quoi décider. Les parents de Günther veulent éviter que leur fils se fasse manipuler. Mais les nazis vont bientôt les priver de cette liberté. 2 jours avant que la guerre n'éclate, un responsable des jeunesses hitlériennes est venu chez nous et a insisté pour que mon père m'y inscrive. Il n'avait plus le choix. Le 1er septembre 1939, je me suis rendu au centre des jeunesses hitlériennes. On m'a donné un casque, des papiers d'identité et tout ce qu'il me fallait. Quand je suis rentré à la maison, Lizzie a dit « Il diffuse un discours du Führer ». Il pestait contre les Polonais et puis il a dit « Depuis 5h45 ce matin, nous ripostons ». J'ai écouté, mais pour moi, ce n'était pas important. Ce qui m'importait, c'était de faire partie des jeunesses hitlériennes. La guerre, ça passait au second plan. Mais je me réjouissais. Je me disais, quel dommage que je sois trop jeune. J'adorerais être soldat et envahir la Pologne. L'idéologie nazie avait pris place dans ma tête. Ce jour-là, le rêve de Günther se réalise. Il fait partie d'un groupe. Pour sa mère, la nouvelle est dure à digérer. Son fils s'est tourné vers les nazis, mais il n'a pas complètement oublié les valeurs qu'on lui a transmises. Quand je suis reparti, elle m'a dit « Au revoir, mon fils rouge des jeunesses hitlériennes ». Je me suis demandé ce qu'elle a voulu dire. Je voulais devenir un jeune communiste, mais d'un autre côté, je voulais rejoindre mes copains des jeunesses hitlériennes. C'était un va-et-vient incessant entre ces idéologies, et ça m'empêchait parfois de dormir. Quand j'étais aux jeunesses hitlériennes et que mes camarades chantaient « Notre drapeau flotte devant nous », je murmurais « Frère, voyez le drapeau rouge ». Je connaissais les 2 hymnes par cœur. J'étais un peu schizophrène. Les enfants sont des proies faciles pour les nazis, qui réussissent à semer la méfiance au cœur des familles. Tu dois être prudent, me disait ma mère, y compris avec ton propre frère Hermann. Il avait déjà été contaminé par l'idéologie nazie. C'est étrange, disait-elle. Il est d'un tel calme. Ne raconte rien de ce qui se passe ici. Ne dis à personne que les camarades viennent prendre le café. Je lui ai demandé pourquoi ils portaient l'insigne nazi à leur revers. Elle m'a dit que c'était nécessaire pour tromper les nazis. Elle me disait de ne rien dire, pas même à mon père. Günther est dans une position inconfortable. Non seulement ses propres convictions sont éprouvées, mais il doit également surveiller les propos qu'il tient à ses proches. Ses parents doivent aussi peser leurs mots. Ils ont abandonné tout espoir de protéger leurs enfants des nazis. Aujourd'hui, on parle d'enfants à la merci d'autres enfants de leur âge.
Ils ont des parents qui sont parfois incapables d'exercer une quelconque influence. De toute façon, la phase importante de la puberté implique une certaine séparation. Mais si on dit à un jeune « tu peux faire ça, tu es quelqu'un », autrement dit, si on fait appel à sa virilité, j'imagine que les parents à l'époque avaient d'autant moins de chances de s'opposer à cette séparation que les parents d'aujourd'hui. En ces temps-là, c'était une séparation assumée, une séparation d'avec le foyer de l'enfance. Même si parfois les adultes offrent une certaine résistance, pour ce qui est des enfants, les nazis réussissent pratiquement à chaque fois. La vie sociale d'un enfant est toujours confinée dans un espace restreint. C'est la raison pour laquelle les petits-enfants sont à l'abri de tout esprit malveillant, désireux de disséminer des idées perverses. Le groupe le plus réceptif et donc le plus exposé, ce sont les élèves de primaire mûrs, en particulier ceux qui sont curieux et avides de découvrir le vaste monde. Ils se retrouvent confrontés à l'altérité. Leurs propres valeurs sont mises à l'épreuve. Andreas Krüger est un psychiatre de Hambourg qui se consacre à l'enfance. Il interprète les rêves et sait combien il est important d'ancrer les valeurs humaines dans l'enfance. Quand un enfant a développé des compétences intellectuelles et une idée du monde qui correspondent à des idéaux humanistes, et qu'on lui demande brusquement d'embrasser la haine, la séparation, l'humiliation, l'avilissement, associé à une valorisation de sa propre personne, je crois que concrètement, ça corrompt tout ce qu'il y a de bon en lui. Quoi qu'on en pense, à la fin des années 1930, la propagande nazie s'est répandue dans toute l'Allemagne. Elle s'affiche partout. Il est impossible d'échapper aux slogans incendiaires, à la glorification de la guerre. Les parents qui ont réussi à protéger leurs enfants se retrouvent confrontés à la réalité brutale du national-socialisme. Leur autorité est ébranlée. Tout ce qui semblait aller de soi n'a plus cours. Désormais, c'est l'État qui dicte ce qui doit être. Notre maître nous a dit que les Juifs en voulaient à notre argent. Un dessin venait nous prouver que les traits nordiques faisaient d'un Allemand une meilleure personne. Tous les autres sont des Untermensch, des sous-hommes. J'étais prêt à le croire. Mais ma mère me répétait sans cesse le contraire. Ils ne sont pas différents de toi, ce sont nos semblables. Après ça, je n'ai plus jamais gobé bêtement ce qu'on nous enseignait à l'école ou dans les jeunesses hitlériennes. J'ai commencé à avoir mon propre avis sur toutes ces questions. On apprend aux enfants à exclure, à détester tout ce qui ne correspond pas aux critères prédéfinis. Seul un arien peut être une bonne personne. Tous les autres sont à bannir. Pour un enfant, l'enseignant est un modèle. À ses yeux, il a toujours raison. Les enseignants nazis abreuvent chaque jour leurs élèves de slogans incendiaires, de propagande, sans discontinuer. L'amour fraternel et la compassion ont été bannis depuis longtemps des programmes. Tout ce qu'ils ont appris des relations humaines, de la coexistence,
a été complètement rejeté. Malheureusement, à l'époque, peu de gens font part de leurs préoccupations intérieures. C'est dommage parce que nous, en tant que thérapeutes, surtout moi qui travaille avec les enfants, nous aurions pu en apprendre beaucoup, notamment l'effet que cette propagande du monde extérieur a eu sur leur monde intérieur. Je crois que chez bon nombre de personnes, le concept d'humanité qui avait été intériorisé était remis en question. Non seulement les nazis manipulent les enfants, mais ils s'en servent également pour manipuler les adultes. Les dirigeants du Parti national-socialiste s'affichent en public en compagnie d'enfants. Ils sont filmés et photographiés avec eux. Une personne aimable avec des enfants ne peut pas être mauvaise. Ces photographies sont prises dans l'idée que la présence d'enfants apporte une certaine innocence à une situation. Je ne sais pas si tous les enfants présents savaient qui ou ce qu'ils célébraient. Mais les parents qui amenaient là leurs enfants cherchaient le contact, s'imprégnaient de cette atmosphère. Peut-être que le fait de voir le Führer en personne était un événement en soi. C'était présenté comme une fête pour toute la famille. Les photographies visaient à montrer que cet acte faisait partie de la vie. Il nous appartient à tous. Nous lui appartenons. Nous avons un avenir en commun. Tout ce qui sert leur cause, les nazis se l'approprient. À Hambourg, Günter Lux et son frère Hermann doivent rapporter un peu d'argent pour participer aux dépenses du foyer. 2 fois par semaine, après l'école, Günther fait des livraisons à vélo pour une pharmacie. Il est régulièrement envoyé à l'hôpital juif, Jonzale, près de l'université. J'étais garçon de course pour la pharmacie et j'avais pour habitude de livrer des médicaments à l'hôpital. Là-bas, les médecins et les infirmières étaient toujours gentils et aimables. Un jour, ils ont tous porté l'étoile de David. J'étais horrifié. Je ne pensais pas qu'ils étaient tous juifs. À l'école, on m'avait toujours dépeint les juifs comme des ennemis publics, des parasites ou des monstres, qu'ils n'étaient bons qu'à faire du mal. Mais ces gentils médecins semblaient différents. En revenant à la pharmacie, je devais peser du thé à l'étage. Quand je me suis mis à pleurer, le pharmacien m'a dit qu'il me comprenait et qu'il ne m'enverrait plus là-bas. Ce que Günter Lux ne sait pas à l'époque, c'est que non seulement les Juifs sont exclus, séparés du reste de la société au travers de l'étoile jaune, mais que chaque jour ils doivent se présenter à un point de recensement, comme celui-ci à Stuttgart. On note leurs noms, on confisque leurs objets de valeur, et on les met dans des trains de la Reichsbahn, la compagnie nationale des chemins de fer allemands, sans leur faire part de la destination. Ils sont conduits dans des camps de travail ou des camps d'extermination. Plus personne n'est à l'abri de la tyrannie. Egon, le cousin de Ruth, a tout juste 17 ans lorsqu'un jour de l'automne 1941, il dit au revoir à sa mère pour rejoindre l'équipe de nuit. Mais Egon n'arrivera jamais sur son lieu de travail. C'était un véritable cauchemar. Egon était vraiment un garçon sur qui l'on pouvait compter. Quelqu'un qui n'aurait jamais rien fait de mal. C'était un jeune homme très honnête. Egon Jax pénètre dans un magasin un quart d'heure avant l'horaire mis en place pour les Juifs. Les hommes au manteau noir sont à l'affût. Egon est déporté à Riga et assassiné par les nazis. Le mépris se transforme en exclusion. L'exclusion se solde par la déportation. La déportation donne lieu à un génocide. La haine envers un groupe ethnique se mue en haine de l'individu. Les personnes visées se demandent en vain pourquoi. On ne leur répond pas. D'abord, on doute de soi.
Cela s'explique psychologiquement. Un être humain ne peut gérer le sentiment d'impuissance. On le montre du doigt, on lui fait porter une étoile. La plupart des gens ont certainement dû, pour se soustraire à cette expérience traumatisante, ce sentiment d'impuissance, se sentir responsable. Les sentiments de honte, de culpabilité ont d'une certaine façon compensé cette impuissance. On me dit que c'est ma faute, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Et si j'accepte ma culpabilité, mon infériorité, il y a donc une infime chance, si ma différence s'efface, que le monde retrouve sa cohérence. L'être humain a besoin de cette idée d'une humanité en ordre pour pouvoir survivre. Toute l'humanité a disparu depuis longtemps. Ordre a été donné de se montrer sans pitié. Les nazis obéissent. Sans distinction d'âge ou de sexe, les Juifs sont déportés, forcés de travailler, affamés dans les camps de concentration ou les ghettos, tourmentés et tués. Ce que les enfants en particulier doivent endurer est au-delà de toute imagination. Les conditions ont été créées pour humilier ces gens, pour les convaincre totalement qu'ils étaient des sous-hommes. Aucun individu ne peut encaisser un tel bombardement psychologique. Aucun esprit ne peut appréhender ce que ces enfants ont vécu, particulièrement dans les camps. Nous ne sommes pas constitués pour pouvoir encaisser ce genre de stress permanent. La crainte engendre le stress. Par-dessus tout, on veut faire quelque chose pour échapper à cette crainte. Mais c'est impossible. À la longue, cette situation use l'image que l'on a de soi, parce que tout commence par une totale perte de confiance. Les relations humaines deviennent impossibles. La communauté n'a plus aucune valeur, parce que la communauté m'a rejeté, et elle est capable du pire, me tuer. Des jours, des semaines, des mois passent. La souffrance semble sans fin. Pour bon nombre d'enfants, la propre réaction de leur corps est d'une grande aide. Quand le corps sent qu'il n'y a plus d'issue pour vous, il prépare une douce transition vers l'au-delà. Un déclic se fait dans la tête, un plomb saute. Un processus se met en place qui permet de se dissocier de la situation qui n'est plus compatible avec la vie. C'est là que la transition se fait. Les enfants qui se sont résignés, qui étaient incapables de se reprendre même s'ils le voulaient, se sont recroquevillés. Ils ont ressenti ce soulagement de la distanciation. Certains des survivants n'ont tout simplement plus aucun souvenir. Ellie et Hermaniax se doutent qu'il se passe de terribles choses dans les camps et veulent protéger à tout prix leurs deux filles, Ruth et Esther. Elles sont considérées comme demi-juives. Les Yaks ont entendu parler d'un processus d'arianisation et rencontrent un fonctionnaire. Monsieur Papenfuss a conseillé à mes parents de se séparer pour pouvoir engager une procédure d'arianisation à notre nom. Elle serait acceptée si et seulement si ils se séparaient. Les nazis se sont chargés eux-mêmes de faire annuler le mariage. Ça a été une période difficile pour moi. Je n'étais pas autorisée à voir mon père. Mais on s'est arrangé pour se voir tous les 15 jours, chez un oncle. En plus de toutes les peurs et des changements, les enfants du Troisième Reich doivent subir les bombardements aériens. Après les bombardements aériens, les enfants se sont rendus compte que leurs parents ne contrôlaient plus leur propre vie. Leurs parents n'étaient plus les personnes capables de les protéger, de garantir leur sécurité. Les enfants ont littéralement vu leurs parents perdre le contrôle de la situation.
Les souvenirs des bombardements perdurent bien après la fin de l'enfance. Ce dont je me souviens, c'est l'odeur. L'odeur des décombres et des objets carbonisés. J'entends encore les mots « en bas dans la cave » quand les raids aériens débutaient. Dans les caves, on se pelotonnait les uns contre les autres, enfants comme adultes. On était tous terrifiés. Ensuite, l'un de nous remontait pour voir l'ampleur des dégâts. Des façades entières de certains immeubles s'étaient écroulées. On pouvait voir le mobilier chez les gens. Et tout le monde se demandait s'il y avait eu des victimes. Monika Jeter est née à Berlin en 1940. Elle se souvient surtout de la routine liée au bombardement. À la fin de l'alerte, on montait voir ce qui s'était passé. Au départ, les dégâts étaient minimes, mais les bombardements se sont intensifiés. On ne se sentait plus en sécurité. Même si on pouvait regagner notre appartement, on restait sur le qui-vive. On ne savait pas quand aurait lieu le prochain raid. Avec l'intensification des bombardements alliés, les villes d'Allemagne ressemblent de plus en plus à des ruines. Quand les sirènes se mettent en marche, il est dangereux d'être dans les rues. Les gens regagnent les abris les plus proches. Günter Lux se souvient également. En 1940, il avait 12 ans. Les alertes ont débuté en 1940. C'est là que le premier appareil britannique est apparu dans le ciel. Il y avait une usine en face de chez nous où des sirènes étaient installées. C'était un son interminable, constitué de 3 cycles successifs. Quand elles se mettaient en marche, nous, les enfants, on trouvait ça génial. On devait descendre à la cave. Le Blockleiter nous ordonnait d'éteindre toutes les lumières. Les phares des voitures devaient être recouverts pour ne laisser filtrer qu'un ray de lumière. Les vélos ne pouvaient plus éclairer. Bientôt, les alertes font partie du quotidien et ne sont pour les enfants rien d'autre qu'une grande aventure. Souvent, ils ne se rendent pas compte de la menace qui pèse sur eux. On ne prenait pas ça au sérieux. On n'allait pas à la cave. On restait dehors. C'était génial. Les lumières de la DCA qui se croisaient dans le ciel à la recherche de l'ennemi. Il faut savoir qu'à l'époque, les grandes villes étaient entourées de batteries antiaériennes. C'est un jeu. Les enfants attendent avec impatience la prochaine apparition dans le ciel. Mais Günter Lux reste partagé face au spectacle. Quand un appareil était touché, mes amis lançaient des cris d'acclamation. Moi, j'avais de la compassion pour les personnes à bord. J'imaginais aussi ce qui se passerait si l'avion perdait une aile. Les projecteurs éclairaient tout. Et une fois un appareil pris au piège de 2 faisceaux, il était forcément condamné. J'étais toujours ravi de voir s'ouvrir les parachutes. Je savais que l'équipage était sain et sauf. Certains enfants disaient qu'ils méritaient d'être abattus. Moi, je trouvais ça horrible. Mais je ne pouvais rien dire. J'étais content de voir les parachutes disparaître dans les lumières de la nuit, intacts. Et de savoir que ces hommes atterriraient en vie quelque part. Peu d'enfants réalisent que des vies humaines sont en jeu. Pour eux, ce n'était qu'un avion de plus abattu au-dessus de leur terrain d'aventure. Le lendemain, on partait à la recherche de débris de la carlingue et on se les échangeait ensuite. Si un fragment avait une bague de guidage, il en valait 5 autres. Et si on trouvait un fragment de bombe, on pouvait en obtenir 10 débris de plus.
Mais la valeur d'échange a vite baissé. Et on a arrêté de les ramasser. Et le pire est à venir. La guerre est bien loin d'être terminée.